bars, les restaurants, les salles de spectacle. Quand on ouvre un lieu comme ça, on fait ça pour que les gens se rencontrent, pour qu'il y ait de la convivialité. Et voir des lieux comme ça où tout le monde a le nez sur son smartphone, c'est quand même une tristesse infinie. Je passe environ 7h20 par jour sur mon téléphone. Moi, en consommation Twitter, c'est genre... Je sais pas, genre tout le temps en fait. Je like, une photo que j'aime pas trop, je like quand même. Pour moi, c'est pas du temps à moi. M'en fous, je like. You got mail. T'es tellement conditionné dedans et des fois quand tu dors, quand tu poses des questions qui n'ont pas lieu d'être, tu te dis mais attends, mais est-ce que j'ai fait mes plans? Attends, faut les refaire. Peut-on vivre sans smartphone aujourd'hui ? Faut-il tout rendre numérique ? Est-ce que cela nous facilite vraiment plus la vie ? Yves-Marie, mon invité du jour, est cofondateur et délégué général de l'association Lève les yeux, créée en 2018 pour lutter contre la surexposition aux écrans et promouvoir la déconnexion. L'association Lève les yeux organise des défis déconnexion, fait de la sensibilisation auprès de jeunes et de moins jeunes, notamment dans les environs de Marseille, mais aussi dans toute la France, et construit un réseau de lieux engagés en faveur d'un monde déconnecté du numérique, mais pour pouvoir reconnecter les humains entre eux. Cette association, il l'a montée avec Florent Souillot, et ensemble, ils viennent de sortir un livre intitulé « La guerre de l'attention, comment ne pas la perdre », publié aux éditions L'Échappée. Dans cet échange avec Yves-Marie, nous aborderons la notion d'attention, d'économie de l'attention, des lieux de rencontre qui se retrouvent dépossédés de leurs âmes, des actions entreprises par l'association Lève les yeux et des éléments que vous pourrez vous-même adopter pour vous déconnecter ou accompagner les jeunes de votre entourage. Yves nous parlera aussi de son initiative personnelle pour abandonner le smartphone et des obstacles qu'il rencontre, ce qui sera finalement révélateur de pas mal de normes et de choses dont on ne se rend pas trop compte. Mais pour que vous puissiez bien suivre cet épisode et comprendre toutes les notions, quelques petites définitions. Tout d'abord, l'économie de l'attention. C'est tout le business caché derrière notre temps d'écran. Ce sont des profits générés par votre consommation de contenu publicitaire, car comme on dit, si c'est gratuit, c'est que c'est vous le produit. Et comme toute économie, d'énormes moyens sont mis en œuvre pour vous faire rester plus longtemps sur ces produits numériques. On va aussi faire référence au GAFAM, qui est un acronyme pour Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft, c'est-à-dire les géants du numérique, à qui l'économie de l'attention profite le plus. Mais ça, on en reparlera sans doute plus en détail dans un autre épisode. Enfin bref, je compte sur votre attention car il y a beaucoup à tirer de cet échange. Bonne écoute! On va commencer avec une question assez générale. Quels sont les grands impacts de l'hyperconnexion sur l'attention ? Alors, des impacts, il y en a beaucoup, mais alors sur l'attention, effectivement, l'idée c'est que il y a une sorte de dépendance aux écrans qui détourne notre attention, qui nous distrait et qui nous empêche de connecter à soi, de connecter aux autres, de connecter à l'environnement. Et il y a en cascade tout un tas d'impacts sanitaires, écologiques, sociétaux, démocratiques, sur lesquels on essaie de réfléchir et de travailler. En quoi l'attention, c'est une denrée si précieuse pour l'être humain ? Quel est le problème de s'éparpiller concrètement ? Qu'est-ce que ça nous fait perdre de manquer d'attention de plus en plus ? Oui, alors c'est intéressant parce c'est une notion qui est l'attention, qui est travaillée depuis très longtemps. En fait, moi, à vrai dire, je suis rentré dans cette notion par le bouddhisme. Et quand on regarde les textes bouddhiques qui datent donc de 600 avant Jésus-Christ, il y avait cette idée que pour avancer vers le bonheur, vers donc l'éveil, il fallait être capable de mobiliser son attention et donc à la fois la concentration, donc l'attention focalisée, arriver à travailler sa concentration, mais aussi son attention ouverte et donc cette capacité à être en réception, en réceptivité avec ce qui nous entoure, avec nos sensations, avec nos émotions. Et donc cette espèce de position d'éveil, ça fait donc déjà 2600 ans que des sages ont identifié que c'était une clé pour l'humain. Et c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est que depuis quelques années, les sciences cognitives occidentales, à base d'électrodes dans le cerveau de Mathieu Ricard et tout, etc., arrivent à identifier qu'effectivement, la capacité de concentration et d'attention est décisive pour le bonheur, pour la mémoire, pour énormément de tâches du quotidien. Enfin, en fait, pour éprouver la vie, entre guillemets, en général, quoi. Donc, on se rend compte qu'en fait, c'est quelque chose qui est difficile à conceptualiser, à matérialiser, mais qui a une valeur très, très importante pour l'humain. On s'en rend d'autant plus compte qu'elle se fait rare, puisqu'elle rapporte de l'argent à des entreprises qui viennent la capter et qui gagnent du profit sur cette captation.
On peut dire que l'attention, c'est un peu notre or actuel de notre époque, quoi. Exactement. Ouais, on a fait une tribune tout ça qui s'appelait l'or gris de l'attention. C'est ça, c'est un peu comme l'eau où il y a le pétrole. Enfin, c'est une ressource rare qui effectivement est exploitée par des entreprises qui ça rapporte de l'argent. Et on est un petit peu faible en tant qu'individu pour lutter contre ça, quoi. Il y a du contenu face auquel on va être passif. Il y a du contenu marketing pour nous faire acheter. Ils prennent de notre temps, quoi. Ils prennent de notre temps, ils prennent de notre vision, ils prennent notre cerveau, mais c'est pas une attention comparable à celle qu'on pourrait avoir en dehors de ces activités, qui plus est, et celle qui a de la valeur, comme tu le disais, pour nous en tant qu'être humain, quoi. C'est sûr qu'il y a plusieurs types d'attention, on peut parler de régime attentionnel peut-être, mais je dirais que c'est quelque part, eux, ils vont nous prendre, ils vont transformer notre attention, ils la rendent de plus en plus flottante et ils la rendent de plus en plus comme ça saccadée, parce qu'avec les notifications, avec les sollicitations différentes, ils rendent de plus en plus difficile l'attention profonde, quoi, qui est nécessaire pour la lecture, qui est nécessaire pour tout un tas de tâches et qui est celle qui quand même est émancipatrice, quoi. Voilà, et donc la distance critique, voilà, on voit bien que c'est les mêmes zones du cerveau, hein, le cortex préfrontal, là, avec laquelle la capacité à prendre de la distance critique et la capacité d'attention. Donc, ouais, il y a quand même une sorte d'attaque qui est menée contre Ouais. cette ressource. Donc non seulement ils nous volent du temps d'attention, mais en plus ils l'amoindrissent, quoi. Et du coup, l'attention, j'imagine que c'est plutôt un muscle qu'il faut entraîner. Je sais pas, c'est intéressant. La concentration, c'est clair, c'est quelque chose qui s'aiguise, qui se travaille, qui se renforce un petit peu comme un muscle. L'attention, je sais pas, peut-être, ouais, c'est une bonne question. Quelle serait la bonne comparaison? J'ai l'impression que c'est assez spécifique, quoi. C'est une faculté de l'esprit à être en réceptivité, comme ça. C'est un analogue avec la sensibilité, un peu. Voilà, c'est une capacité comme ça, une disposition de l'esprit qui est capable de faire attention, d'être disponible pour ce qui advient, quoi. Mais qui suppose une bonne capacité de concentration, et qui, elle, effectivement, se travaille, s'aiguise. Si je commençais à partir sur cette idée de muscle, c'est parce Ouais. que je me dis, du coup, si on l'entraîne plus, si on en prend plus soin, si on le laisse à l'abandon, qu'est-ce qui se passe, quoi? On se retrouve Mmh. avec une attention flottante, comme tu disais, Mmh. Mmh. amoindrie, plus capable d'avoir lieu sur de longues durées, qui se laisse facilement perturber. Et c'est là que, du coup, on peut avoir des impacts négatifs. Mmh. Non, mais c'est quand même une bonne image, c'est clair, ça fonctionne bien. Ouais, ouais, je suis d'accord. Voilà, il y a ces problématiques de l'hyperconnexion, effectivement, qui vont nous laisser dépérir notre attention, l'amoindrir, l'affaiblir. Et ce serait dommage pour toutes les raisons que tu as citées avant, en fait. Tout ce en quoi. Je trouve que c'est intéressant d'avoir rappelé que c'était pas justement que une question de concentration, que ça rentre dans énormément de choses et qu'en fait, c'est un peu infusé dans tout ce qui constitue notre quotidien, notre vie, notre bien-être, notre bonheur. Et ça rappelle encore plus l'importance en fait de justement prendre soin de cette attention et de choisir où on la donne, où on la met, à qui on veut l'accorder, à quoi, etc. Et que ça en dit encore plus sur qui on est, qui on veut être. Donc je trouve ça intéressant d'avoir rappelé que l'attention est infusée comme ça dans plein d'aspects de notre vie. Autre chose que je voulais aborder avec toi, j'avais remarqué sur ton site, sur le site Lève les yeux, qu'effectivement il y a un aspect un peu politique quand même à cette attention. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de cette approche-là? En quoi est-ce que lutter pour son attention, c'est politique? Effectivement, on en est venu là avec l'association Lève les yeux en se rendant compte qu'on pouvait aider des gens individuellement à adopter des bons gestes pour essayer de réduire d'enlever les notifications, d'éloigner le smartphone, de se créer comme ça une sorte d'hygiène attentionnelle, mais qu'en fait c'était loin d'être suffisant face à l'ampleur du problème et face aux moyens qui sont déployés pour capter l'attention de manière industrielle. Et en fait, la comparaison marche très bien avec les enjeux écologiques, c'est-à-dire qu'on peut faire des éco-gestes comme trier ses déchets,
couper l'eau sous la douche, etc. En fait, notre impact c'est très bien, et évidemment, il faut le faire le temps qu'on peut, mais ça a un impact qui est quand même très, très, très limité tant qu'il n'y a pas une action au niveau des lois, au niveau de contraindre les industries à moins extraire des ressources et à moins polluer. Donc en fait, c'est le même principe. On se rend bien compte qu'il faut il faut en faire un sujet politique. Il faut se rendre compte qu'il y a un rapport de force avec des entreprises qui font des profits énormes, enfin qui sont en fait des profits les plus grands de toute l'histoire de l'humanité. Hein, quand on parle des GAFAM, là, les grandes entreprises, les grandes plateformes du numérique, c'est des richesses qu'on n'a encore jamais vues. Et donc, il y a un vrai enjeu. On a besoin que la force publique, les institutions nous protègent parce que individuellement, on est beaucoup trop faible, on n'est pas en mesure de résister. Et typiquement, et donc voilà. Donc c'est à partir de ce constat-là on s'est dit qu'il y avait un besoin de faire un plaidoyer. Par exemple, on réfléchit sur l'idée d'un droit à la protection de l'attention. On réfléchit sur voilà, des propositions comme la suppression des écrans publicitaires, la suppression, l'arrêt du numérique éducatif. Enfin voilà, on essaye un peu, on voudrait un petit peu comme ça endiguer le rouleau compresseur, parce qu'on voit bien que il y a une dynamique qui est en cours, qui vise à numériser à peu près tous les champs de l'existence. Et donc c'est l'école, et donc c'est l'administration, et puis c'est les relations amoureuses, c'est voilà, on voit bien le pass sanitaire maintenant qu'il faut mettre sur smartphone, et puis les billets de train sur smartphone, et en fait à l'infini, quoi. Ils savent plus comment. Tous les jours, on est surpris par leur créativité pour nous trouver un nouveau truc qu'ils arrivent à rendre numérique. Et il y a vraiment besoin de limites en fait fixées par le législateur, voilà, pour nous protéger de ça. Je vais jouer un petit peu l'avocat du diable parce que je pense que c'est des questions que le grand public peut potentiellement se poser en écoutant ça. Quand on entend ces lois, on a l'impression qu'on va peut-être être privé de certaines avancées, de certains droits, de certaines facilités. Disons que la technologie numérique, elle se présente toujours sous des atours séduisants qui sont ceux de la solution, de la facilité, de la fluidité. Euh, et donc, il y a des entreprises qui trouvent des solutions pour donner l'impression que ça va plus vite, que c'est plus fluide, que l'information est réunie au même endroit. Donc là, typiquement, le pass sanitaire, et ben, on va le mettre sur son smartphone. Donc voilà, c'est plus simple. Bon, la réalité, c'est qu'à systématiquement, à chaque fois qu'on fait ça, ça permet la récolte de données personnelles, donc ça engage des risques sur la vie privée, et ça a des coûts écologiques, parce qu'à chaque fois, c'est du stockage de données. Voilà. Et en plus, c'est toujours des nouvelles formes de légitimation comment dire, et de pérennisation des usages numériques. Et en fait, je veux dire, il faut que ceux qui veulent préserver leur attention, et en fait, ça devrait être un combat, c'est un combat politique, il faut qu'on ait la possibilité de ne pas avoir un smartphone, par exemple. Moi, aujourd'hui, je fonctionne sans smartphone. C'est de plus en plus difficile parce que l'État, parce que tout est fait pour qu'on soit obligé d'être de plus en plus sur smartphone. Et c'est pas normal, en fait. C'est pernicieux, quoi. Et souvent, on a le sentiment que ça rend service et que c'est mieux. Et puis, en fait, c'est pernicieux parce que sur le temps long, on perd des facultés, on perd des sens, on s'enferme, on perd en capacité d'empathie, on est de plus en plus refermé sur notre bulle numérique. Et c'est pas positif pour l'avenir de l'humanité, quoi. Donc, tu as fait le choix de ne pas avoir de smartphone, du coup. Ouais, alors comment dire, c'est une transition longue parce que ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un petit téléphone à l'ancienne. J'ai gardé mon ancien smartphone qui est un peu tout pourri, que je laisse chez moi et sur lequel il y a juste des podcasts et WhatsApp, et que je regarde quand je rentre chez moi. Et j'attends un peu qu'il meure doucement, et avec l'idée de pas le renouveler, quoi. Au quotidien, je suis sans smartphone, je suis avec mon petit téléphone. Et tu disais que tu trouvais que c'était de plus en plus difficile. Qu'est-ce qui met de la difficulté, du coup, là Ah bah, c'est tout le temps. Enfin, par exemple, un des trucs pour moi qui est gênant, c'est les billets de train. C'est-à-dire que Ouais. on peut plus acheter de billets de train en gare. Il y a plus d'humains, il y a plus de guichets avec des humains dans les gares. Donc,
Donc, on peut imprimer son billet à l'avance, mais si elle fasse le moindre problème, bah, ça va pas. Donc, ça, moi, je prends beaucoup le train. Voilà. Typiquement, bah, mon smartphone, en fait, quand je voyage, je prends une photo de mon QR code et j'ai mon smartphone qui me permet de passer les bornes. Mhm. Donc, voilà, il y a ça. Et puis, il y a plein de services. Le Vélib à Paris, on peut pas on peut plus le prendre. Il y a de plus en plus de services qui sont exclus, quoi. Je vois dans des restaurants maintenant, ça nous arrive qu'on me dise qu'il faut que je passe QR code sur le menu du restaurant. Ça me Oui. fait halluciner. Bon. Il y a des, voilà, la trottinette, par exemple, moi, j'y ai pas accès. On sent que ça progresse quand même, les trucs un petit peu excluants comme ça. Tous les nouveaux services passent énormément par le smartphone, les applications en particulier, ce qui nous Hmm. fait aussi cumuler énormément d'applications, de donner nos données à un petit peu tout le monde. Bon, Ouais, encore. c'est ça. Et ce qui fait que les gens qui voudraient être dans une démarche peut-être de se dire, allez, je vais peut-être passer un truc plus tranquille, de prendre un petit téléphone. Tout d'un coup, ils voient toutes ces galères logistiques qui les attendent et ils se disent, bon, c'est plus simple, je garde le smartphone et puis je me contrôlerai moi-même. On a tout le monde a cette petite, moi que je considère être une forme d'illusion, du self-control, de se dire, bah, je suis plus fort que l'outil, je suis capable de pas être addict, de le mettre sur mode avion, je sais pas quoi. Bon, alors évidemment, on n'est pas tous égaux. Il y a des gens qui sont meilleurs que d'autres dans leur capacité à, bien sûr, mais je crois qu'il y a quand même beaucoup de jeux. Je pense que la plupart des gens s'illusionnent un petit peu sur leur capacité à ne pas être déconcentrés par la simple présence de leur smartphone autour d'eux, quoi. Oui, oui, c'est ce qu'on constate, hein, globalement. On redit les mêmes choses même d'un épisode à l'autre de ce podcast, mais c'est exactement ça. C'est-à-dire que on se dit toujours qu'on va avoir la volonté suffisante, que ça repose sur uniquement notre volonté, mais c'est loin d'être le cas parce que les GAFAM, comme on disait tout à l'heure, vont jouer sur nos biais cognitifs, sur nos réflexes, sur nos automatismes. Et donc là, malgré une bonne volonté, faut être, enfin, c'est difficile quand on a ces outils-là, effectivement, de résister. Alors que je pense que en ayant un vieux téléphone, tu dois avoir, enfin, même pas d'envie spontanée de réseaux sociaux ou quoi que ce soit. En fait, c'est juste que si tu l'avais sous les yeux, bah, effectivement, peut-être que tu irais par ennui ou pour plein d'autres raisons, mais là, bah non. Donc, tu vas faire autre chose. Tu vas pouvoir partir dans tes pensées, tu vas pouvoir lire. Enfin, voilà, c'est super quoi. Enfin, moi, quand je regarde autour de moi dans une salle d'attente et que je me dis que je vais pas prendre mon téléphone pour patienter, mais que je vais simplement laisser mes pensées vagabonder ou autre, bah, c'est quand même assez rare, quoi. Quand tu regardes autour de toi, en général, c'est Ouais, smartphone pour tout le monde, quoi. ouais. Donc, je trouve ça intéressant que tu aies pris cette démarche, que tu fait cette démarche, et puis, bah, du coup, tu vas au fond, jusqu'au bout de ton propos, quoi. C'est-à-dire que, effectivement, tu trouves que ces outils sont néfastes, bah voilà, regardez, on peut très bien vivre sans ces outils aussi, quoi. Ouais. Après, voilà, comme je dis, hein, c'est en progression parce que le but, c'est quand même d'arrêter WhatsApp aussi derrière. Ouais, et depuis que je l'ai fait, en fait, j'en suis vraiment très content. Donc, je me vois pas du tout revenir en arrière. Je le vis pas comme, je vis pas comme un effort, comme une sorte de diète sacrificielle que je ferais pour être en cohérence. Comme parfois, ça peut être un peu le cas, je pense, chez pas mal de personnes qui sont dans la démarche écologique, voilà, d'être, on a dit, congruent entre ses valeurs et ce qu'on fait. Euh, il y a cette idée-là, mais je l'ai fait quand je me suis senti mûr pour le faire, quoi, et que Mm. vraiment j'en pouvais plus des notifications, enfin, même si j'avais coupé les notifications, mais même de la présence du smartphone, et, et que je sens que ça me fait plus de bien. Voilà, quand je travaille une journée que j'ai pas mon smartphone avec moi, je sais que je suis plus efficace, concentré à ce que je fais, et je suis moins dérangé. Enfin, donc ouais, je recommande à tous ceux qui ont cette envie de faire pareil. Oui, c'est ça, c'est intéressant de voir que c'est pas forcément une privation, c'est pas parce qu'il y a énormément de choses qui sont proposées sur le smartphone. Déjà, la plupart sont pas du tout vitales, enfin, aucune n'est vitale d'ailleurs, la plupart sont même pas utiles. Ouais. Et effectivement, que tu vois, tu t'en sors, enfin, t'as pas ce manque et tout. Et c'est vrai que cette sensation un peu d'overdose, d'outils qu'on a envie de jeter par la fenêtre, enfin, moi je l'ai déjà eu aussi personnellement, c'est quand même fou d'en arriver là, de donner une telle place à un objet dans nos vies pour en avoir marre de ce qui nous fait subir ou de à quel point il nous soumet. Je trouve ça assez fort de ressentir ces sentiments-là envers un objet auquel on donne autant de place. Et c'est vrai que ouais, c'est super ta démarche. Et donc effectivement, s'il y en a d'autres qui ressentent ce besoin, ben,
lancez-vous. Et donc ce que vous proposez aussi avec l'association, pour continuer à agir en tout cas tout à chacun, ça va être justement des lieux avec le label Lève les yeux pour pouvoir déconnecter, pour avoir des moments sans perturbation technologique. Ouais, tout à fait. Ça, c'était vraiment une idée qu'on a eue au tout début de l'association, de se dire que on pourrait faire alliance avec des lieux, parce que souvent les patrons de lieux de convivialité, donc les bars, les restaurants, les salles de spectacle, quoi, ils sont un peu quand on ouvre un lieu comme ça, on fait ça pour que les gens se rencontrent, pour qu'il y ait de la convivialité et voir des lieux comme ça où tout le monde a le nez sur son smartphone, c'est quand même une tristesse infinie. Et donc on s'est dit, bon, on peut en faire des alliés. Et on a été en voir quelques-uns. On leur a dit, voilà, si vous êtes motivés pour faire un peu d'affichage, voire carrément, on avait un bar à Cherbourg qui avait fait une zone sans smartphone dans son café. Bon, alors il a fermé depuis ce café malheureusement, mais voilà, il y a différents lieux comme ça qui prennent des initiatives. Il y avait un bar aussi par exemple qui avait créé des petites zones pour isoler les smartphones, pour faire des petits casiers à smartphone. Ils peuvent faire par exemple un truc du genre, si vous laissez votre smartphone au bar, on vous fait 1 € de réduction. Enfin, genre ça, il y a plein de trucs à imaginer. L'idéal, c'est une zone sans smartphone carrément, donc de faire une petite zone dans le bar avec un affichage. Voilà, donc n'importe quel qui passe un peu le message que c'est un lieu qui encourage à la déconnexion. Ce qui n'est pas le cas de tous les lieux. Il y a des lieux qui vont dire, ah ben nous on veut des photos Instagram de notre lieu, Ouais. on veut, on veut au contraire que ce soit valorisé par les Instagrammeurs, etc. Donc non. Bah, du coup, nous on veut créer un peu une contre-culture et on veut que les lieux qui sont convaincus en fassent un argument. Et donc nous derrière on va les promouvoir et derrière les gens qui seront à la recherche de cet esprit un peu convivial et déconnecté, ils auront une carte comme ça des endroits où ils savent que voilà, il y aura cet esprit lève les yeux, déconnexion dans le lieu, quoi. Super. Voilà. C'est de très chouettes initiatives. C'est vraiment super. Merci. Et je trouve ça intéressant que l'initiative soit partie de là. Parce que c'était une idée toute bête de se dire, bah, on veut que les lieux de rencontre deviennent des lieux de rencontre, quoi, tout simplement. Et du coup, ça donne aussi un sens au projet. Enfin, je sais pas, je trouve ça beau comme histoire. C'est tout simple, mais c'est aussi renouer avec l'essentiel, quoi. Donc, je trouve ça intéressant que ça ait démarré par là. Ouais, c'est vrai qu'au départ, on avait vachement cette idée sur la norme sociale en fait, parce que on était un peu voilà donc des trentenaires parisiens et qui avions le sentiment tout d'un coup que le cool était en train de se déplacer vers quelque chose que nous on trouvait pas cool du tout, qui Ouais. était ce truc de se prendre en photo, de prendre en photo son repas, d'être obsédé par le narcissisme, par soi, par l'image. Et donc que ce soit cool d'être la tête dans son smartphone quand on est dans un bar, ça nous paraissait complètement aberrant. Et on s'est dit que il y avait quelque chose à faire pour combattre ça, cette aberration, en rappelant que ce qui est cool, non, c'est de se parler, de se regarder, de faire des blagues, parfois de se charrier et de pas être content, mais j'en sais rien, mais en tout cas qu'il y ait de la friction humaine réelle et que c'est ça, enfin, et que c'est ça qui est cool Mm. entre guillemets, hein, mais voilà parce que dans la propagande numérique, il y a un peu cette idée que passé un certain âge, on est obsolète. Qu'en gros, donc je parle même pas des personnes âgées de plus de 70 ans, 60 ans, où là, on les considère comme complètement hors du jeu, alors que bon, c'est quand même des gens qui ont une certaine sagesse au contraire et qu'on devrait peut-être un peu plus écouter. Mais au-delà même de ça, en fait, passé 20 ans, on est déjà obsolète, en fait, parce que comme ça change tout le temps, qu'il y a tout le temps un nouveau truc à faire, et donc on voudrait nous faire ressentir, parce qu'on a 35 ans, que on est déjà périmé et qu'on ne comprend pas le monde tel qu'il va. Et ça, moi, je pense que c'est de la manipulation à laquelle on veut s'opposer, quoi. C'est pas vrai, personne n'est obsolète et tout le monde a quelque chose d'intéressant à dire et c'est pas les gens de 15 ans qui sont au fait de comment le monde devrait être, quoi. J'achète pas cette idée. Vous faites de la sensibilisation aussi. Et
Qu'est-ce que vous abordez du coup dans ces moments de sensibilisation? Comment vous expliquez peut-être l'économie de l'attention? C'est quoi Hmm. votre manière de sensibiliser et d'aborder le sujet qui est quand même, bah, comme on disait, même si parfois on ressent que effectivement on n'est pas toujours maître du temps qu'on passe, de là où on met notre attention, c'est difficile de sensibiliser justement à quelque chose qui est autant rentré dans la norme, comme tu disais. Donc, par quel Ouais, moyen? tout à fait, tout à fait. C'est vrai qu'on a souvent, parfois un peu l'impression de vider l'océan à la petite cuillère. Donc on intervient un peu partout en fait, comme le problème est partout. Euh, bon, quand même, on s'est un peu concentré sur les enfants, on va dire entre 6, 7 et 13, 14, donc primaire collège. C'est un peu notre Ok. l'âge vers lequel on va le plus souvent. Donc il y a toute une équipe d'intervenants à Marseille, une ou deux intervenantes à Paris en ce moment, et on a un intervenant à Nice aussi. Et donc on intervient donc dans les collèges, dans les centres sociaux, dans les écoles primaires, auprès des jeunes. On intervient aussi auprès des familles et des équipes d'animation, par exemple dans les centres sociaux. Et en gros, ce qu'on fait, donc on a créé un jeu de société qui s'appelle Planète des Connexions. Et donc, donc pour les jeunes, on articule notre intervention autour de ce jeu, avec cette idée d'une approche ludique et bienveillante pour essayer un petit peu aussi de détendre l'atmosphère. Parce qu'on veut évidemment pas être que sur les constats totalement anxiogènes et déprimants des effets de la surexposition aux écrans. On essaye de mettre davantage la focale sur la valeur de la déconnexion, la valeur de l'attention, et de donner un petit peu envie aux activités déconnectées, donc la lecture, les jeux de société, le sport, enfin bref, un peu tout ce qu'on peut faire hors écran. Et donc, voilà, c'est un peu ce qu'on essaie de valoriser. On est toujours sur cette ligne de crête, pas culpabiliser les usages excessifs, puisque finalement tout le monde a des usages excessifs. Et puis comme on l'a dit, c'est des causes sociétales plus profondes, donc on essaie de bien montrer que c'est pas individuellement, on n'a pas à se flageller parce qu'on passe trop de temps sur les écrans. On ne juge pas négativement les gens qui sont exposés aux écrans, mais on essaie, voilà, et en même temps, on ne veut pas non plus nier la réalité des effets, donc on les évoque quand même. Euh, voilà, c'est un équilibre un peu subtil qu'on essaie de maintenir. Beaucoup d'échanges, beaucoup de discussions. On essaie de surtout pas être dans quelque chose de descendant. On débat beaucoup avec les enfants de tous les âges. On fait un quiz, on fait un sondage, voilà. Donc, c'est très mouvant. On a effectivement une petite partie décryptage. On va parler des applications. On va leur demander quelles sont les applications qu'ils utilisent le plus. Et derrière, on va avoir des discussions un petit peu sur, voilà, essayer de trouver les techniques addictives de ces applications. Essayer un peu de les décrypter, de voir ce qu'elles nous font ressentir, voilà, de les faire un peu réfléchir et prendre de la distance critique. Voilà. On aborde un peu l'économie de l'attention, l'idée qu'ils sont un petit peu les jouets enfin, qu'il y a de la manipulation derrière, qu'il y a des stratégies derrière de la part des captologues, quoi, des gens qui créent ces applications. Ça, souvent, ça les fait aussi un peu réfléchir quand même, Ouais. les jeunes, parce qu'ils ont bien conscience d'être dépendants, d'être un petit peu addicts malgré eux. Ils savent que c'est pas génial pour la santé, pour tout ça, mais ça, ils s'en foutent un peu parce qu'en général, quand on est jeune, on s'en fout un peu. En revanche, souvent, ils aiment pas trop être manipulés. Et voilà, ils ont un assez fort sens de la justice. Et donc, voilà, on rappelle ça, quoi, tout simplement, pour qu'ils soient au courant des enjeux, quoi. Ouais. Du coup, à des parents, on pourrait leur proposer ça aussi, de sensibiliser leurs enfants et leurs adolescents à ces problématiques, donc avec bienveillance et ouverture, comme tu disais, mais en Mm. expliquant qu'effectivement, ben, c'est pas grave, enfin, c'est pas grave. C'est pas de leur faute s'ils passent beaucoup de temps, s'ils ont tout le temps envie de se connecter, mais que, bah, à côté de ça, c'est aussi pour des enjeux de marketing, de manipulation, et que voilà, c'est dommage de se laisser avoir sans rien faire, quoi. Que c'est une aventure collective. On est assez nombreux au final se bouger là-dessus. On est très ouvert, on est toujours preneur de gens motivés. Bon, évidemment, nous, notre cœur d'activité, il est à Marseille et un petit peu à Paris. Euh, mais concrètement, ça peut être un peu partout en France. Et donc, sur l'actualité, donc Florent Souillot, donc, qui est cofondateur de l'association avec moi, qui est aussi un ami d'enfance, et ben, on a écrit ensemble un livre qui s'appelle La guerre de l'attention, comment ne pas la perdre. Et, et qui parle de tout ça, quoi. Donc, de l'économie de l'attention. En fait,
On parle des enjeux politiques liés à l'économie de l'attention, en quoi c'est un sujet politique, que peuvent faire. On finit notre livre sur des propositions politiques très concrètes. On essaye de bien montrer le lien avec l'écologie, puisque on s'inscrit totalement dans le mouvement de la transition écologique, non seulement pour la question du coût écologique du numérique, mais aussi, comme on en a un petit peu parlé, voilà, sur cette idée d'attention à soi, d'attention aux autres, d'attention à l'environnement, et de dire que pour la sensibilité avec le monde vivant, il faut réussir à protéger notre attention. Et donc, il y a vraiment un fil à tirer, et il y a vraiment cette idée qu'on veut que l'attention devienne un sujet dans le débat sur la transition écologique. Donc voilà, c'est un peu tout ça le thème du livre. Donc, qu'est-ce qu'on peut laisser comme challenge à la fin pour la personne, l'auditeur qui écouterait ce podcast? Qui peut être sympa, d'arriver à ne pas manger, à ne pas regarder un écran pendant qu'on mange. Et après, il faut voir avec soi-même, quoi. Si on est totalement addict, et ben ça peut être sur je sais pas, 2 repas. Puis si c'est quelque chose qu'on fait pas souvent, on peut essayer de tenir une semaine peut-être, parce que c'est quand même, on se rend compte, une pratique qui est vraiment très 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 courante. Et c'est une sensation assez différente quand même de manger sans écran. Moi souvent, je déjeune avec des podcasts quand je suis seul. Et déjà, c'est une attention différente, quoi. On est quand même un peu plus concentré sur ce qu'on mange. Donc, ça peut être un bon challenge pour goûter un peu à la saveur de la concentration sur son repas. Super. Ouais, c'est un challenge que j'avais mis sur mon compte Instagram, mais c'est très bien de le rappeler ici, parce que je le trouve très intéressant, et effectivement, il avait fait beaucoup réagir. Beaucoup avaient trouvé très complexe, parce que c'est une habitude qui est vraiment ancrée. Quand on mange avec quelqu'un d'autre, à la rigueur, c'est plus simple, et encore ça vaut le coup parce qu'il y a plein de foyers qui ont quand même mis la télé et le smartphone à table, mais seul c'est encore plus difficile. Et effectivement, le podcast, c'est une astuce que j'avais donnée et qui peut faire une transition, parce que bon, regarder son assiette, on n'a vraiment plus l'habitude. Ouais, ça c'est vraiment dur. Non, ça je vais pas prétendre que je fais ça, parce que c'est mais ça peut être intéressant un jour de se préparer un super repas et de se concentrer sur les saveurs. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'on fait plus du tout. C'est ce qu'on fait en retraite de méditation. C'est vrai? Ah ouais, bah ça m'étonne pas, mais c'est vrai que tu dois apprécier les choses très différemment, mieux être conscient de ta satiété, etc. Exactement. Une bonne expérience, ouais. C'est notre expérience. Vaut mieux que ce soit bon le jour où on fait ça. Oui, voilà, c'est ça. Sinon, c'est un peu difficile à tenir, je pense. Voilà, c'est ça. Mais c'est un très bon challenge. Parfait. Merci beaucoup. Avec plaisir. Si cet épisode vous a parlé et que vous souhaitez en savoir plus, je vous invite à vous renseigner sur l'association Lève les yeux, et notamment à aller lire la page « Pourquoi lever les yeux ?» sur leur site internet, qui dresse un très bon état des lieux des problématiques actuelles liées à l'hyperconnexion. Et bien sûr, pour vraiment approfondir le sujet, je vous invite à vous procurer le livre « La guerre de l'attention, comment ne pas la perdre », publié, je le rappelle, aux éditions de l'Échappée. L'association Lève les yeux fait également partie du collectif Attention. Cette année aura lieu la 2e édition des Assises de l'attention, La planète numérique est-elle vivable ? Au programme des conférences, tables rondes, forums des associations et un événement 100% déconnecté. Ça aura lieu le 19 mars 2022. Au programme, comment protéger les jeunes face aux réseaux sociaux, le numérique allié ou ennemi de la transition écologique, et quelle politique pour une planète menacée par le numérique. Les inscriptions sont d'ores et déjà ouvertes si cela vous intéresse. Ce que je retiens de l'épisode, c'est l'importance de l'attention sous ses différentes formes pour l'être humain, dans sa construction, dans son bien-être, mais également combien certains codes et usages numériques sont entrés dans les normes. Pour ajouter une anecdote personnelle, lorsque je suis allée au restaurant avec ma mère, celle-ci a sorti son passe sanitaire papier et je l'ai charrié, avant de me reprendre lorsqu'elle m'a exposé de très bons arguments. Et pourtant, je suis sensibilisée à ces questions, mais le numérique est tellement la norme et synonyme de modernité qu'il faut faire un effort mental pour se rendre compte qu'il n'a pas sa place partout, ou que l'on n'a pas forcément besoin d'avoir le dernier appareil sorti, la 5G, ou je ne sais quelle nouvelle innovation. N'hésitez pas à me donner votre avis sur l'épisode par mail, et si tu posais ton tel@gmail.com, ou sur le compte Instagram du même nom. Et si l'épisode vous a plu, à vous abonner au podcast sur la plateforme d'écoute que vous préférez. Merci pour vos retours sur les précédents épisodes. Ça me fait vraiment plaisir de voir que vous appliquez les challenges et que ça vous fait prendre conscience de certains de vos usages et de certains de vos automatismes. Alors continuez comme ça, je suis super fière. Et justement, je vous laisse avec le challenge de l'épisode. Et si vous mangiez le plus de repas possible d'affilée, sans écran. Bon appétit!